Même si la période post-confinement est très compliquée pour les salles de cinéma, ce n'est pas totalement le cas pour les plateformes de streaming qui, elles, se portent plutôt bien, comme par exemple Netflix qui nous propose Contrôle Z. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui nous allons parler de la première saison de la toute nouvelle série Netflix Contrôle Z. Et oui, je sais, encore une série Netflix, mais écoutez, période post-confinement oblige. Vous êtes tous au courant, mais forcément toutes les équipes techniques qui s'occupent des futurs films ou même du marketing, de toute la partie communication, se sont tous mis en pause à cause du confinement et ont donc bloqué toute une partie des futurs films de cinéma qui devaient sortir à la base dans cette période actuelle, ont finalement tous été repoussés, et ce qui fait qu'on arrive à cette même situation actuelle, celle qu'on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent. Plus de cinéma depuis plusieurs mois et même les futures séries vont commencer un petit peu à ramer du fait que tous les tournages ont été ralentis. Bref, tout ça pour vous dire que normalement, si tout se passe bien, d'ici début juillet, les salles de cinéma vont pouvoir réouvrir tout doucement et les choses vont pouvoir reprendre leur petit train-train. Alors je ne sais pas si j'ai été vraiment français là-dedans. Enfin, vu le nombre de fautes de français que je fais dans mes vidéos de toute façon. Contrôle Z est une teen série de Netflix composée de 8 épisodes de 30 à 40 minutes. Petite série qui bizarrement n'a pas été mise en avant par Netflix France. Habituellement, Netflix a tendance à faire un peu de pub pour leur petite série qui sort dans la semaine, mais pas Netflix France, et je pense que ça s'explique du fait que la série Contrôle Z ne propose pas de version française. Et quand je parle de version française, j'entends doublage français. Et qu'on le veuille ou non, le doublage français est essentiel pour beaucoup de gens. Enfin, pour certains, ça paraît vraiment indispensable. En ce qui me concerne, je consomme quasiment tout en VO, que ce soit des films ou des séries ou même parfois des jeux vidéo, mais je peux comprendre que pour certains, lire des sous-titres peut paraître parfois assez désagréable. Tout le monde ne parle pas forcément anglais, donc il est parfaitement compréhensible que les vues soient beaucoup plus basses si on ne propose pas de doublage français dans une série, surtout chez Netflix. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les réseaux sociaux n'ont pas cherché à faire plus de pubs sur cette série qui pourtant a buzzé dans son trailer sur la chaîne YouTube officielle de Netflix. En effet, le trailer a dépassé le million de vues, ce qui est plutôt conséquent pour une série qui, à la base, était totalement inconnue. Il s'agit simplement du concept qui a plus ou moins attiré les gens, et j'espère qu'il attirera les Français, et peut-être grâce à cette vidéo. Entre parenthèses, je tiens à ajouter le fait que l'absence de VF est aussi également due au confinement, du fait que les doubleurs ne pouvaient pas travailler pendant cette période, donc quelques futures séries de Netflix vont être privées de VF, ce qui a été le cas par exemple de White Lines. Mais la plateforme a certifié un retour de VF d'ici peu. Donc patience, même si moi je m'en fous. Et Contrôle Z est donc un premier jet pour une très grosse partie de l'équipe, que ce soit les acteurs ou même les réalisateurs, showrunners, etc. Beaucoup de gens qui débutent dans celle-ci, donc je vais critiquer cette série de manière assez indulgente car on parle d'un premier essai sur de très grandes lignes. Donc qu'est-ce que ça raconte? Eh bien c'est très simple, il s'agit tout simplement d'un hacker qui dévoile au grand jour dans un lycée les secrets de chaque élève, des secrets, enfin le genre de secrets qu'on n'a vraiment pas envie de dévoiler. Le personnage principal sera donc Sophia, qui est quelqu'un de très observateur. Elle aura tendance à s'attarder sur chaque détail et va donc s'aider de ses talents pour pouvoir découvrir qui est le hacker derrière tout ça. Donc c'est en quelque sorte une histoire qui tourne vers le teen drama, mais avec un côté mystère par derrière, un petit côté énigme. Donc à mes yeux, cette série ressemble plutôt à une sorte de version adolescente de la série Mr. Robot, que je vous recommande, version adolescente mexicaine, au cas où je l'aurais pas précisé, oui, il s'agit bien d'une série mexicaine. Comment ai-je pu oublier ça? Et il faudra donc vraiment regarder le premier épisode entièrement de manière à bien cerner le concept à part entière, qui pour le coup paraît plutôt intéressant. Donc le concept est très simple, quelqu'un se fait pirater et on diffuse ses informations personnelles au grand jour sur chaque téléphone de chaque personne étudiant dans ce lycée en particulier. Le pirate va influencer implicitement des gens à accomplir ce piratage et la personne piratée devra donc choisir si oui ou non elle voudra se venger. Et si la personne en question accepte de se venger, le hacker
l'acteur piratera les personnes qui l'ont aidé précédemment. Je sais pas si vous me suivez, hein. Donc c'est plutôt intéressant, mais là où je suis un petit peu déçu, c'est que je pensais que chaque épisode de cette première saison allait consacrer un piratage en particulier sur une personne, et chaque personne devra commettre une revanche à chaque fois, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve l'intrus en question. Et je pensais que ça allait être ça, vu la tronche du premier épisode, mais finalement pas exactement. On part plutôt sur quelque chose d'un peu plus dramatique au fur et à mesure, et c'est un choix scénaristique. Mais là où la série devient assez intéressante, c'est que on nous montre clairement que chaque personne a son propre vice, qui que ce soit, et le fait de montrer au grand jour le moindre vice d'une personne complètement innocente sera suffisant pour détruire complètement sa réputation. Moi par exemple, mon petit plaisir coupable, c'est d'enterrer les gens vivants. Ah, j'adore ça. Si on dévoile ça au grand jour, eh bien je suis dans la merde. Après, si je peux vraiment reprocher un truc, c'est le choix des vices en question sur les personnes concernées. Par exemple, le hacker dévoilera au grand jour que quelqu'un est hétérocurieux. Mais sauf qu'aujourd'hui, à l'ère d'internet et des réseaux sociaux, où on a accès à une quantité phénoménale de pornographie, à tout va, tu me feras difficilement croire que juste hétérocurieux est considéré comme un vice et pourra ruiner la vie de quelqu'un. Enfin vraiment, c'est assez... J'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. Surtout que la série est vraiment censée se dérouler dans notre période, donc j'ai du mal à croire à ça. Ceci dit, la série est d'origine mexicaine, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe là-bas pour ce genre de question. Mais le fait est qu'en France, surtout à Paris, hétérocurieux au lycée, c'est pas très... Tu vas pas détruire la vie d'un élève pour ça, quoi. Donc si je passe à côté d'un détail par rapport au fait que ça se passe au Mexique, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Donc pour le moment, on sent que la série essaie de dénoncer un petit peu cette histoire de regard des autres, mais de façon un petit peu maladroite à mon goût. Mais c'est en revanche parfaitement logique d'insérer du LGBT dans une série qui parle d'internet, des réseaux sociaux, puisque voilà, la communauté LGBT est née plus ou moins d'internet. Mais ce qui est intéressant, c'est que la série essaie de nous montrer que même les personnes transgenres, gays ou ce que tu veux, ne sont pas toutes forcément, enfin n'ont pas toutes envie de faire partie d'un groupe et de faire partie d'une communauté en soi pour forcément se sentir heureux. Donc ce scénario essaye vraiment d'aborder un petit peu tous les sujets, tous les problèmes que peuvent subir un adolescent à cette période-là. Par exemple, encore une fois, le regard des autres, le problème d'intégration dans un groupe, et évidemment l'harcèlement moral et physique. Ça va surtout énormément remettre en question sur l'utilité des réseaux sociaux et la débilité de certains challenges. Par exemple, le fameux très connu challenge, le Momo Challenge, qui lui était quand même beaucoup plus hardcore. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Momo Challenge était un genre de pirate informatique qui entrer dans les données personnelles d'une personne et le menacer de dévoiler au grand jour ses données en question si elle n'accepte pas les défis qu'elle lui propose. C'est donc sur ça que l'ensemble va se baser, avec une bonne touche de sexualité censurée. N'oublions pas qu'il s'agit d'une série pour ados, donc oui certes on va mettre un petit peu d'alcool, de drogue, de sexe, mais de manière assez soft. Et quelques clichés sur les personnages. Je pense par exemple au personnage de Sophia, qui est un bon personnage, hein. Franchement on l'a bien, elle est bien introduite, mais c'est vraiment le cliché du personnage extrêmement intelligent, très observateur, exactement comme la série Sherlock, avec le même type de montage qui examine un petit peu tout, avec le fameux passé sombre et torturé où elle se scarifie, mais ce n'est pas un défaut en soi, c'est juste un cliché parmi tant d'autres. Et finalement son talent d'observatrice va lui permettre d'enquêter en douce sur qui est ce fameux pirate, ce fameux Anonymous du mal. Donc la série nous fait très clairement comprendre que ça peut être vraiment n'importe qui. Et le travail des personnages est plutôt réussi, on sent que chacun ont été développés vraiment correctement et j'aime beaucoup la relation qu'on crée entre chacun. Tout le monde évolue de manière assez logique finalement. On est vraiment dans du teen movie au niveau de sa réal, sans forcément percer dans l'originalité, mais bizarrement j'aime bien les films et séries dans une ambiance plus lycéenne, collège-lycée, malgré le fait que j'approche doucement de la trentaine. C'est pour ça que ça me plairait pas forcément à tout le monde, mais la série trouvera forcément son public. Le seul moment où ça peut sortir à peu près de l'ordinaire, c'est l'introduction, par exemple on nous propose un mini plan séquence pour nous présenter un petit peu les personnages qui seront concernés dans l'histoire de cette première saison, et les quelques scènes d'action, je pense par exemple à une scène de combat,
le caméraman sera complètement en roue libre. Et je comprends l'idée de vouloir faire bouger dans tous les sens la caméra pour nous faire ressentir un petit peu le côté instable de la situation, le fait qu'un innocent se fasse massacrer. Cependant, l'effet de tremblement est peut-être un poil trop forcé. Je pense que ça aurait mérité juste un style de caméra épaule. Ça marche très bien. Et vu qu'on sera beaucoup plus penché sur du teen drama, forcément, le tout sera plus misé sur le jeu des acteurs. Et oui, on peut le dire, les acteurs sont vraiment correct, voire même plus que correct. Je pense que l'ensemble pourra aider certains débutants à se démarquer de la masse grâce à cette série si celle-ci marche. De plus, ils ont la chance d'avoir eu le droit à des dialogues plutôt crédibles. On est très loin de la série pour ados qui tâche un petit peu le genre de conneries qu'on mettait sur M6 à l'époque. Non, là c'est vraiment une série qui se prend sérieux et qui a raison de le faire, même si encore une fois l'ensemble ne perce pas dans l'originalité. Et comme énormément de films et de séries penchées sur les adolescents, on va mettre, comme je le disais, l'accent sur les réseaux sociaux. Et pour ça, on utilise exactement la même technique qu'on peut voir dans beaucoup d'autres œuvres. Je pense par exemple à Blood and Water qui est sorti à peine quelques jours également sur la même plateforme Netflix, qui montre de temps en temps des espèces de captures, de screenshots de ce qui se passe sur le téléphone d'un individu à côté. Enfin ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans la série et qu'on a vu également très souvent dans d'autres films penchés sur les réseaux sociaux ou le piratage. Donc c'est du déjà vu, mais est-ce qu'ils avaient d'autres solutions pour rendre quelque chose, un aspect assez esthétique? En parlant du même sujet, je pense pas que c'était aussi simple. Et de toute façon, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on verra ce genre d'effet. Donc la réal utilisera beaucoup de plans larges pour mettre en avant ce genre d'effet, et il faut dire que le rendu est plutôt esthétique. S'il y a un autre truc que je peux reprocher, ce sont les flashbacks épileptiques parfois assez insupportables, surtout lors du premier épisode. Des flashbacks qui de plus ne sont pas toujours nécessaires, mais heureusement ce n'est pas le cas tout le temps et la série commence un petit peu à calmer avec ses effets au fur et à mesure. Notamment lorsque les créateurs cherchent à mettre un petit peu plus l'accent sur le côté dramatique. Car oui, j'insiste, cette série n'est pas drôle, ça se veut peut-être un petit peu fun dans les trailers, la façon dont c'est monté, mais clairement le propos n'est pas du tout drôle. C'est même plutôt sérieux. Malgré ça, on va nous fournir une musique très old school, justement pour renforcer le côté un petit peu ado. C'est plus le genre de style qu'on entendrait dans les années 90. Donc je trouve ça assez curieux pour une série qui cherche à refléter la société actuelle sur les réseaux sociaux, qu'on utilise beaucoup. Mais ça fait son effet, je viens des années 90 d'ailleurs. Attention, je suis pas en train de dire que les musiques utilisées datent des années 90. Ce que je veux dire, c'est que c'est le genre de musique, le genre de style qu'on retrouvait surtout dans les séries penchées ados des années 90 et ça fait son effet. Et comme beaucoup de séries Netflix, on va tout miser sur le premier épisode. On va faire en sorte de le rendre le plus dynamique possible avec tous les sujets intéressants pour finalement ralentir un peu la cadence à partir du deuxième, puis du troisième, etc. Je trouve qu'on commence un tout petit peu à se lasser du concept à partir du deuxième épisode, et ce n'est clairement pas la première fois que je vois ce genre de phénomène. Mais heureusement que les choses commencent à s'accélérer évidemment à partir du quatrième épisode. On sent que la série a beaucoup de choses à raconter et qu'elle finira par trouver son public, parce que oui, comme je le disais, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais forcément à un genre de public de niche qui pourra se satisfaire de ce genre de scénario. Mais malgré tout ça, je trouve l'ensemble plutôt soutenu suffisamment pour maintenir les spectateurs en haleine. Control Z est un petit peu, à mes yeux, ce que j'appellerais un 13 Reasons Why et Mr. Robot du pauvre. La série sait servir le spectateur, sait proposer ce qu'elle a, mais ne perce pas forcément dans l'originalité, même si elle sait nous maintenir captivés. Et justement, si vous voulez voir une teen série maîtrisée, je vous conseille fortement la très célèbre série 13 Reasons Why, encore une fois. Il faut savoir que ça reste énormément penché sur l'adolescence, les problèmes de l'adolescence, et parle des problèmes de cet âge avec beaucoup plus de pincettes, beaucoup plus de maîtrise. Même si Control Z propose quelque chose d'intéressant, je pense qu'il n'exploite pas forcément tout ce qu'il propose, mais il remplit son contrat. Ça reste à mes yeux une petite série de consommation Netflix, comme il y en a beaucoup, mais qui se regardent facilement. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que je vous recommande. En revanche, si vous avez du temps devant vous, n'hésitez pas, ça fait pas de mal. Mais surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette série, si vous l'avez vue ou si vous comptez la voir. En
Encore une fois, je ne connais absolument pas, je n'ai vu aucune critique des autres, donc vos commentaires m'intéressent. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.